Alors, avec les participants à distance, vu les difficultés de son, ça sera peut-être bien que vous mettiez vos questions ou remarques peut-être dans le chat, on réessayera tout à l'heure pour voir si ça marche, mais globalement là déjà, tous avec, je dirais, entre nous, on est une dizaine là, j'en profite si je peux me permettre, parce que Jean-François a salué beaucoup tout à l'heure la question des métiers éphémères de sécurité civile. On a là quelqu'un qui est au point, mais pas volontairement au point, qui est Patricia Boileau, donc de la DIJOP justement, et qui je crois vous avez beaucoup, vous Patricia, œuvré pour ça, avec ce défi tout à fait énorme d'avoir, je ne sais plus combien vous en avez, 4000 ou un peu plus, où il fallait vraiment faire surgir une réalité d'un corps social qui travaille et qui n'était pas du tout là-dessus. Donc je crois que vous avez serré un peu les vis pour organiser tout ça, et apparemment ça a très bien marché. Alors voilà, peut-être donc on donne quelques minutes de rebond déjà sur cette partie Retex. Alors encore une fois, c'est 4 exemples parmi 20 000, hein, donc, mais c'est bien, et merci d'avoir été là sur ce que suscitent les interventions des uns et des autres. Peut-être Cyril, vous, pardon, j'en profite largement parce que vous êtes chez vous et au milieu. Moi, merci pour tous ces témoignages très, très, très denses. Je trouve qu'ils apportent chacun la réponse, enfin, en tout cas une réponse à la question qu'on peut légitimement se poser, la question de savoir qu'est-ce qu'elle a apporté cette charte sociale. Qu'est-ce que la formalisation de la démarche d'associer les partenaires sociaux en amont de l'organisation d'un tel événement a apporté? Et finalement, dans tout ce que vous avez dit, on voit bien que le fait de prendre en compte à la fois l'impératif de mobilisation de vos salariés, de vos collaborateurs, et la prise en compte des objectifs sociaux des jeux auxquels vous concouriez à travers la réalisation des différents ouvrages, finalement c'est peut-être le fait d'avoir formalisé cette démarche en amont, et suffisamment en amont, hein, donc quelques 8 ans avant l'organisation des jeux, c'est peut-être ça justement qui a permis d'atteindre les objectifs. Et je dis ça en ayant aussi en tête l'intérêt pour l'organisation que je représente ici, pour l'OIT, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, contribuer à valoriser cette démarche et à faire en sorte que ce soit un précédent par rapport à l'organisation de futurs événements du type JO. C'est véritablement le fait que la formalisation, c'est pas simplement pour faire des belles photos, mais c'est aussi pour mettre un peu de pression dans le système et faire en sorte que cette culture de la prévention dont vous avez tous parlé, elle puisse être pleinement appropriée par les acteurs. Donc ça, je pense que c'est un point important dans le Retex qu'on peut identifier à ce stade. Yann avec le micro, s'il vous plaît, pardon. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vais pas mettre rebondir, mais effectivement, nous, ça a été le socle, en fait, le pilier, le travail de la CIE2, ça n'a été que de décliner, en fait, cette charte. On l'a traduit en engagement concret, on l'a mis dans tous nos contrats, nos indicateurs, mais heureusement qu'elle était signée tôt. Si elle avait été signée plus tard, on aurait lancé les marchés, et ça aurait été très très dur de rattraper, ça trop tard en fait. Donc dans les facteurs de réussite, je suis avec vous, la formalisation, tôt, l'incarnation, voilà, qu'elle soit portée. Nous, et Bernard le disait, on a fait venir, on a eu la chance d'avoir parmi nos administrateurs du coup les 2 coprésidents de la charte sociale. Moi-même, quand je faisais à chaque conseil d'administration de la Solidéo, on présentait dans les tout premiers points le bilan des engagements. Grâce à la charte, engagement concret dans les contrats, indicateurs, on a présenté ça, on a rabâché ça à chacun de la quasiment quarantaine de conseils d'administration de Solidéo. Et ça a diffusé auprès de tous les administrateurs qui étaient eux-mêmes très souvent maîtres d'ouvrage et porteurs de projet, le fait que c'était extrêmement important pour tout le monde. Et donc c'est ça en fait, hein, ce que disait d'ailleurs Karine, c'est qu'il fallait qu'à tous les échelons de tous les porteurs de projets, les gens soient convaincus que ce sujet-là nous importait. Alors, je peux rebondir sur ça. Oui, mais merci. Autre moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on est tous, alors en plus, moi c'est mon cas en ce moment parce qu'il y a la technique un peu difficile, mais il y a dans ces jeux et sous ces jeux, c'est
le facteur adrénaline est très très important parce qu'il y a l'obligation de livrer dans les délais, il y a le regard de tout le monde. Voilà. Comment, voilà, Karine, de votre côté, comment vous intégrez ça et comment on arrive à intégrer ça avec peut-être quelque part la sérénité que voudrait théoriquement la sécurité, mais... Oui, alors je pense que c'est un point que vous soulevez qui est fondamental parce que, comme l'a dit Jean-François Dalvé, on va se dire les choses aussi, on est entre nous, ça a été quand même compliqué sur le terrain. Ce ne sont pas des opérations simples et cette charte, et je rejoins Yann, il a fallu la faire vivre et vous l'avez fait avec engagement et excellence, tous, mais au quotidien, la charte, elle était très loin pour les compagnons, malgré la volonté de tout le monde de la faire vivre. Donc cette notion d'adrénaline, oui, moi on l'évoquait Anne-Marie en préparant ce temps d'échange ensemble. Moi j'ai depuis eu la chance de croiser des entreprises et des compagnons qui m'ont dit ce qu'on a vécu, on veut le revivre. On attend maintenant des maîtres d'ouvrage chez lesquels on va qu'ils fassent la même chose. Mais ça n'occulte pas on a aussi vécu des choses qu'on ne veut plus revivre. En termes de pression, en termes de contraintes, Thibaut elle l'a très bien évoqué, c'est-à-dire que fallait coûte que coûte. Donc la formation, la dimension ressources humaines a été fondamentale. Alors quand on est une grande entreprise comme RTE, on est structuré pour ça. Quand on est une TPE, on l'est moins. Donc ça c'est une dimension dont on tire les enseignements aussi et sur lesquels il faut vraiment capitaliser. Yann l'a évoqué, c'était ce schéma aussi très complexe. Alors nous, au PP, ça nous a aussi, je ne vais pas dire beaucoup amusé, mais avec des interrogations. Moi j'ai souvenir non pas de Yann mais de Nicolas nous appelant, nous disant le rôle de l'aménageur en matière de santé et sécurité au travail, quel est-il? Merci pour cette excellente question. Voilà. Et donc on capitalise là-dessus. Oui. On capitalise là-dessus parce que cette chaîne d'acteurs extrêmement complexe avec, je dirais, une descente de responsabilité, mais de messages, quand on est dans une culture à faire progresser, et on se l'est dit, qui n'est pas encore très installée, pas suffisamment à notre goût, eh bien c'était aussi ces éléments-là. Pour autant, et je rejoins ce que vous avez dit, Yann et Monsieur Combe, c'est que finalement, le point central de cette charte, c'est qu'elle a impulsé à tous les niveaux on s'engage et aucun de nous ne doit être défaillant. On s'engage à faire et à faire vivre. Et quand, depuis la tête, on prend cet engagement-là, fort, visible, très médiatisé, il faut qu'à tous les échelons, ça se reproduise. Et le compagnon qu'on croise sur le chantier, certains matins, moi j'avoue, sur le chantier du village, j'ai grincé des dents en tant que préventeur. Je me suis dit, c'est pas possible. Sauf que quand à tous les niveaux, vous savez que l'acteur est sensible, impliqué et réceptif, eh bien on peut faire bouger. Et comme vous l'avez dit, on a fait corriger les choses. Et on a fait avancer les choses. Nous, on n'a pas de pouvoir coercitif, on a un pouvoir de pédagogie, mais on a vu le changement. Merci de cette belle conclusion. Alors à nouveau, circulation, si je peux me permettre du micro là-dessus, on a l'impression pendant que le micro circule, moi j'ai l'impression que cette histoire d'adrénaline, ces périmètres comme ça, c'est quand même un fantastique truc de mûrisserie de banane. Parce qu'en gros, on a permis d'accélérer les prises de conscience, de sécurité, de l'ensemble, de nécessité de concertation des acteurs, qui a été à la fois un champ d'expérimentation, mais en réel, parce que comme vous disiez, il fallait réussir. S'il n'y avait pas le choix, il fallait réussir. Donc globalement, il fallait y aller. Et on a quand même l'impression, et collectivement et individuellement, d'un acquis fantastique. Alors voilà, sur le et après, maintenant, on fonce. Bernard, c'est à vous sur le et après. Oui, alors peut-être un mot encore sur un peu le diagnostic, et notamment la relation aux entreprises, parce que Yann le disait pour la Solidéo, c'était vrai aussi pour le comité d'organisation. Toute entreprise qui avait un contrat qu'ils engageaient pour une partie des opérations liées à la préparation des Jeux Olympiques, vous voyez, annexer au contrat la charte sociale. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose encore. Et toutes les entreprises n'ont pas eu le même comportement à l'égard du fait que le document contractuel qui les liait au jeu les engageait aussi socialement sur un certain nombre. Sous-entendu, chacun apporte sa pierre à l'édifice général, quoi. Vous, en tant qu'entreprise, vous avez une part d'action à mener pour atteindre ces objectifs généraux de la charte sociale. Alors il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui ont essayé d'innover, aidés aussi par les services. Voilà, donc de ce point de vue-là, très bien.
Mais il y en a d'autres qui sans forcément le dire d'ailleurs, on considérait que tout ça c'était une question d'affichage, ça faisait bien dans le panorama, mais bon, voilà, on fait comme à l'habitude. J'ai entendu Il y aura un peu de cosmétique, hein. Il y aura un peu de cosmétique après, mais oui, pas voilà, forcément d'engagement terrible. Ça fait 40 ans qu'on construit des bâtiments, qu'est-ce que vous allez venir nous apprendre à construire différemment les bâtiments, enfin bon, des choses comme ça. Où je repense à une entreprise d'installation éphémère, montant des tribunes, devant un inspecteur du travail constatant qu'il y avait manifestement des ouvriers en situation dangereuse, déclarant tout de go, mais on a toujours travaillé comme ça. Ben oui, mais son problème à lui, c'est qu'il avait sans doute jamais été contrôlé comme ça. Voilà. Et sans doute que dans des pratiques, même cette expérience-là, alors on peut tirer des enseignements techniques, vous avez évoqué quelques points d'ailleurs sur est-ce qu'on a les bons équipements, par exemple, pour concevoir effectivement des installations éphémères dès leur conception même, en intégrant la question de la sécurité des personnels qui vont être chargés de les monter, de les échafauder, mais on peut aussi tirer des enseignements sur le plan social. Donc c'est vrai que ça et là, il a quand même fallu batailler pour bien se faire comprendre sur le rôle de chacune des entreprises. Et il y en a forcément qui sont passés un peu entre les mailles du filet, il faut dire les choses. Bon, c'est impossible de toute façon, surtout pour une première comme ça, avec nos petits bras et ce dispositif innovant, d'être irréprochable. Donc on sait, certaines entreprises se sont fait aussi épingler, mais il y a aussi un moyen de faire pression sur les récalcitrants, je dirais. C'est aussi la démarche que fait la Solideo. Dans la phase contractuelle avec ces entreprises, il y a une manière de les responsabiliser, et c'est fait dans les contrats. Si les entreprises ne respectent pas, ne se comportent pas conformément aux objectifs, y compris en termes de respect du droit du travail, de sécurité, il y a des pénalités. On a résilié pour faute une entreprise pour travail illégal manifeste. Voilà, y compris une entreprise a vu son contrat résilié pour non-respect d'éléments essentiels du contrat de travail. On en a aussi, on a mis le doigt aussi sur d'autres situations avec la coopération d'inspecteurs du travail sur de l'emploi illégal, y compris de personnes d'origine étrangère sur les chantiers. Bon, c'était pas une surprise, hein. Moi j'étais surtout surpris que des entreprises n'aient pas compris qu'elles allaient être plus surveillées sur les chantiers JO qu'elles ne l'étaient sur les chantiers en général. Mais voilà, alors là en l'occurrence, parce que c'était les JO, parce que sans doute il y avait les projecteurs internationaux aussi sur ces chantiers, on est parvenu, et c'est heureux, à faire régulariser ces travailleurs qui, pour certains, étaient là depuis des années et peuvent aujourd'hui en France continuer à travailler dans le bâtiment de manière totalement, officiellement, de manière transparente et en étant administrativement en règle. Ce qui fait aussi partie, quoi qu'en pensent certains, ce qui fait aussi partie, en tout cas je le défends comme tel, des avancées générées par les JO, c'est-à-dire de sortir des travailleurs victimes d'une forme de clandestinité là qui leur est parfois imposée par des réseaux mafieux, parce qu'on est tombé sur un réseau mafieux, sur un chantier des Jeux Olympiques, et donc nos interventions ont permis aussi de contrer ce genre de pratique. Voilà, mais donc je voulais dire qu'il y avait vraiment rien d'automatique entre l'élaboration de la charte au plan national et portée comme on a essayé de la porter, et relayée par différents acteurs, et le fait que chaque entreprise, qui est le relais fondamental pour que sur le plan social ça se traduise dans les faits, et donc il faut sans doute avoir aussi des dispositifs peut-être encore plus décentralisés pour voir au concret, au quotidien, si ce qui se fait est bien conforme au texte de référence. Mais pouvoir décliner la vigilance et passer le micro à Yann. Je suis le suivant, c'est ça? Voilà, si vous voulez. Donc, pardon. Non, c'est Yann. Et après, je détermine l'ordre des paroles. Vous savez, c'est comme le Casino. Donc moi, s'il y avait un message que je voulais partager ce soir, c'est qu'en fait, c'est faisable. Un quart, réduire, comme le disait par Bernard, par 4 l'accidentologie, c'est faisable. Après, il y a toujours trop d'accidents.
On est très modeste, on pourrait avoir un accident grave demain, parce que les chantiers sont en cours, donc on fait toujours très attention, mais c'est faisable. Donc planning ne s'oppose pas à la sécurité. On peut faire planning, adrénaline, comme vous le disiez, et sécurité. Mais ça ne se fait pas tout seul. Comme vous le disiez, une fois qu'on a une charte d'accès au contrat, et M. Eda l'a dit, il y a une très grosse dynamique d'entreprise. Pour nous, je vous donne un chiffre en fait, on avait 2 ETP et demi, on était à peu près 130 au pic de la Suédo, on a eu 2 ETP et demi, côté maîtrise d'ouvrage, concentrés à temps plein sur ces sujets-là. Ce qui est beaucoup pour une entreprise qui fait à peine plus de 200 personnes. Et donc, ça ne va pas coûter si cher que ça. On a eu quelques marchés, un marché de CSPS, un marché HSE bien dimensionné. Et c'est surtout l'énergie qu'on y a mis. C'est l'énergie qu'on y a mis. Et donc, le PPDTP, en fait, c'était un peu notre coach, notre formateur. Ils ont donné l'énergie, ils nous ont aussi transmis leur expérience et leur énergie. Mais c'est bien le porteur de projet qu'on a incarné avec tous les maîtres d'ouvrage autour qui avons dû ensuite saupoudrer cette énergie sur tous les échelons de tous les chantiers. En termes d'héritage, ou disons en termes de traces, donc il y a raison. Il y a deux traces qu'on va laisser. Nous, il y a évidemment la trace matérielle. On a donc 70 ouvrages, on a 4000 logements qu'on va mettre à l'habitation d'ici la fin de l'année, ce qui est magnifique. En fait, c'est un accélérateur de développement urbain en Ile-de-France où il y a un gros manque de logements. Et puis on a la trace immatérielle. Et donc on est en train de rédiger avec le comité de la charte, Thibaut Dominique Carnac, avec le PDTP, de façon très modeste en fait, notre vision sur les facteurs clés de la réussite sociale des chantiers olympiques. On va donc vous convier toutes les personnes qui sont intéressées à un séminaire qu'on va probablement tenir début juin pour partager avec les professionnels, c'est à destination essentiellement des professionnels, pour leur dire regardez, modestement, sans trop dépenser d'argent, voilà ce qu'on a réussi à faire et voilà comment on l'a fait. Et je finis mon intervention par une petite anecdote, c'est que j'échange régulièrement avec mes anciens collègues, mes amis qui sont dans le monde de la construction, et je leur dis, moi je vais voir la Driette une fois par mois. Et là, ils me regardent, ils sont très surpris. Ils vous traitent de masochiste? Un peu, en fait, parce que la Driette, quand elle est sur les chantiers, elle va voir, c'est une forme de stress. Et en fait, nous, on s'en réjouissait. On s'est dit, la Driette, c'est sans arrêt sur le chantier. En fait, ça participe de la transmission de la culture. Et on a été accueillis, alors bras ouverts, ça peut être un grand mot, mais on a été régulièrement accueillis pour qu'on présente à la Driette notre vision, notre méthode, nos contrats. La Driette, c'est une autorité qui contrôle, donc en fait on avait une forme d'échange que moi je n'ai pas connu dans mes précédentes fonctions et qui, je pense, en complément du travail de l'OPVTP d'accompagnement, de tous nos CSPS, du comité de la charte, ça nous a également quelque part guidés, ça nous a mis un niveau d'ambition qu'on n'a pas forcément toujours atteint, parce que tout n'était pas parfait, mais ça a fortement contribué à la réussite collective. Merci à vous. Alors, avant de passer la parole à l'énergie incarnée, on va la passer à l'énergie en réseau. Et si je peux me permettre à Thibaut qui voilà. Merci. Vous Thibaut, un peu les réactions sur prochaines étapes, ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a beaucoup une question de, je dirais, ce que vous disiez, c'est d'envie. Il y a une question de volonté, mais il y a une question d'envie, et le fait que vous alliez voir nos camarades de la Driette spontanément, avec envie et sans avoir filmé la moquette, c'est quand même un très bon signe. Chez vous Thibaut. Alors nous, pour RTE, sur ce sujet-là, je pense que l'enjeu réputationnel était quand même un moteur important, parce que tout le monde devait être au rendez-vous pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc il était hors de question qu'on n'y soit pas, mais hors de question qu'on n'y soit pas dans de mauvaises conditions non plus. Donc quelque part, on dit une grosse entreprise, c'est la culture classique de ces problématiques hygiène-sécurité, mais on est toujours à même de progresser sur ces thèmes. Et donc notre sujet, c'est effectivement l'enjeu réputationnel, l'envie d'y être aussi, mais avec la bonne dimension au niveau hygiène, sécurité, environnement, pour faire en sorte que les gens qui travaillent sur ces sujets, que ce soit en amont ou pendant les Jeux, ça se passe dans des conditions qui leur permettent d'être fiers. La fierté, c'est aussi un sujet majeur, c'est-à-dire l'enthousiasme, mais il y a aussi la fierté de l'avoir fait, d'avoir pu répondre aux objectifs. Il y a une autre dimension aussi importante, c'est le temps. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la charte a été signée assez longtemps à l'avance. C'est un élément très important, qui est très important aussi pour ce qui nous attend en 2030.
C'est-à-dire que nous, on travaille déjà, parce qu'on sait que ça prend du temps tout ça à mettre en place, sur les JO Alpes 2030, parce que c'est une thématique qui nécessite d'être infusée, comme dit, il faut que ça rentre un peu dans les mœurs, toute la chaîne de commandement, vis-à-vis aussi des entreprises sous-traitantes, qu'on a le devoir de surveiller aussi, de savoir à qui on a affaire, dans quelles conditions les gens travaillent avec ça. Ça participe aussi de notre culture et puis de notre réputation d'achat responsable, puisque c'est aussi ça qu'on achète. On achète du savoir-faire, on achète de la capacité de travail, mais on achète aussi un engagement sur la capacité à respecter tout un corpus social et d'hygiène et de sécurité. Donc, le temps, c'est quelque chose de très important. Là, on est à 5 ans du prochain. Mais quand on a d'autres événements assez majeurs comme ça, il faut avoir cette capacité de se dire, bon, il faut s'y prendre très tôt pour pouvoir se garantir de répondre à tous ces engagements et de faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, Bernard, et puis si je peux me permettre, si vous pouvez regarder, il y a des questions là qui sont effet charte sociale. C'est indiscutable, mais à quel prix en termes de mobilisation de moyens exorbitants, services de l'État et ou de processus dérogatoires par rapport à des réalisations plus classiques. Donc voilà, ça c'est intégré dans nos... Oui, je vais revenir sur la question du timing, du planning, du temps. Alors, plusieurs d'entre vous, et je le pense aussi, ont mis le constat que la signature de la charte suffisamment en amont avait permis sans doute de dégager des dynamiques, déjà de permettre à chacun de réfléchir, de travailler. Mais c'est aussi vrai pour la question du planning des opérations, je dirais. Alors, on sait tous qu'en dicton, le temps c'est de l'argent, hein, et on a tendance à ce titre-là à considérer que plus on va vite, plus on va gagner d'argent, voilà, mais plus on peut faire de bêtises, voire aller à des catastrophes. Si les chantiers, par exemple, se sont bien passés, à la fois dans leur réalisation, c'est aussi parce que le planning de départ, qui a été pensé, réfléchi, mis au point, quand même relativement complexe tout ça, c'est pas simple, a été conçu à une échelle humaine, je dirais. C'était humainement supportable. Alors qu'il y a bien des rendez-vous comme ceux-là, où les chantiers, dans les derniers mois, il fallait cravacher parce qu'on n'était pas dans les temps, il y avait des retards, il y avait des malfaçons, il y avait des... Non, là il y avait... c'était pas confortable, mais c'était humainement supportable. C'est le même défi à propos des installations éphémères que vous évoquiez tout à l'heure. Là par contre, il y a plutôt la pratique. Il faut, parce que c'est la place de la Concorde, parce que c'est le château de Versailles, parce que c'est en plus, voilà, il y a ce genre d'enjeu-là. Bon, donc il faut limiter, vous avez le préfet de police qui dit, non, vous voulez, oui, mais si la conséquence c'est de faire travailler ces hommes en trapèze, là, en haut, harnachés ou pas harnachés, ça ne peut pas le faire. Donc la question du planning, elle est vraiment au début de la démarche, je dirais. Alors je ne sais pas si on évoquera 2030, mais la question c'est qu'on a encore, si on dépasse un peu les temps, un quart d'heure maximum, et si vous devez vous sauver, vous vous sauvez, mais... voilà. Non, mais je veux simplement dire que déjà, je trouve que pour 2030, on est en train de prendre du retard par rapport à ce confort de préparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que il y a des travaux à faire, il y a des arbitrages à faire, et alors on sait bien qu'il y a aussi un contexte politique qui n'a pas aidé sur ce dossier, mais là je crains on va tout faire pour l'éviter, mais il faudrait essayer d'avoir au moins la même qualité de préparation et d'anticipation, et c'est pas encore gagné. Alors j'ai pas aperçu toutes les questions. La question c'était notamment, c'était très bien, mais finalement ça a coûté très cher la charte sociale. Alors ça, je crois qu'on est dans un supposé. Hein. Si vous voulez, peut-être Yann, alors pardon, le micro pour monsieur Yann. Je peux en parler. Et je te donne... Juste 2 secondes, et puis après la femme énergie. Non, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le coût, c'est surtout la volonté de faire et l'engagement. Voilà, à la Solidéo, je le disais, c'est deux personnes de SOTP qu'on a consacré côté maîtrise d'ouvrage sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça.
vu l'impact, vu les effets. Et c'est vrai, et je le dis, on s'est fait accompagner, vous savez bien, l'obligation de maître d'ouvrage, c'est de se faire accompagner notamment d'une coordination SPS, entre autres, et on a eu des marchés qui étaient bien dimensionnés. Et souvent, l'écueil, c'est qu'on ne consacre pas assez d'heures et de temps, et donc nous, on a obligé nos coordinateurs à être très souvent à temps plein sur nos chantiers, vu le volume de chantier. Donc effectivement, certains marchés étaient confortablement dimensionnés, mais pour moi, c'est quand on divise ça par le volume de chantier et l'effet, ça valait totalement le coup. Et ce qui nous aurait par contre mis dans de très grosses difficultés financières et calendaires, c'est des arrêts tâches justifiés par la Driette qui nous auraient fait perdre beaucoup de temps. On a eu quelques-uns d'ailleurs qui étaient totalement justifiés, qui nous ont mis quelque part un petit peu en difficulté, même s'ils étaient logiques, et on a dépensé nettement plus d'argent à rattraper le temps qui avait été logiquement suspendu par la Driette. Donc pour moi, voilà, l'équation elle est extrêmement claire. Ce serait intéressant de savoir ce que celui qui nous pose la question sur le coût intègre ou met pour estimer que le coût serait très important. Oui, alors si on arrive à joindre, c'est un monsieur Christian. Donc c'est un monsieur Christian qui nous pose cette question-là et qui nous dit, mais je ne sais pas qui est ce monsieur Christian, avec la carte sociale, indiscutable, je crois qu'on arrive à trouver mon là, voilà. Que personne ne sorte, le voilà. Donc c'est ça, indiscutable, mais à quel prix, donc je sais pas. Si ça se trouve, la personne qui l'a posé n'est plus là. Alors, on passe à la question, si je peux me permettre, pardon, d'être un peu chiante comme d'habitude, mais Karine, si vous pouvez, justement sur les prochaines étapes, un peu donner votre viatique, et après Jean-François, et voilà. Alors, juste avant d'aller sur les prochaines étapes, un petit mot sur cette notion de coût. Ouais. C'est très bien d'en parler. Voilà, bravo. L'OPP-BTP depuis 2012 travaille sur le sujet, sur une démarche qu'on appelle prévention et performance. À l'échelle d'un millier de cas, on a démontré que pour 1 euro investi, on a, en gros, je schématise, 2,39 € de rapport. Et je ne me permettrai pas de donner le coût d'une vie humaine. On ne va pas plomber l'ambiance, ça s'est bien passé jusque-là, mais je pense qu'il est difficile de dire que ça coûte et que ça ne rapporte rien. Voilà. Donc ça c'était pour la réponse à ce monsieur. C'est la réponse énergique Voilà, mais en tout cas la démonstration économique stricte elle est faite et je l'invite à aller sur notre site internet préventionbtp.fr. Je m'excuse de faire de la publicité, mais il y trouvera toutes ces réponses. La suite c'est justement que ça ne reste pas à l'échelle de ces opérations emblématiques. La démarche qui est la nôtre aujourd'hui est en accord avec d'autres très grands maîtres d'ouvrage, puisqu'on a le privilège que d'autres nous ont fait confiance. On travaille aujourd'hui avec la Société des grands projets sur le Grand Paris Express. On travaille avec le canal Seine-Nord-Europe, si il existe bien, parce qu'on me dit encore, mais il y a vraiment un chantier, si je vous assure. On travaille aujourd'hui avec le Lyon-Turin. Voilà, toutes ces opérations sur lesquelles, en effet, on va aller explorer, tester des pratiques telles que celles qu'on a développées avec Nicolas Ferrand et Yann aujourd'hui sur le chantier de la Solidéo, les chantiers de la Solidéo, et qui ne sont pas finis, Yann le disait. La vigilance, elle reste la même. Et justement, dans cette étape où tout le monde pourrait se détendre, se dire l'inspection passera moins souvent, les JO sont finis, la France n'est plus sous les lumières, sous les projecteurs. C'est là le moment où il faut qu'on capitalise et où justement on tire les plus grands enseignements. Donc nous aujourd'hui on mise sur ce ruissellement, c'est-à-dire ces maîtrises d'ouvrage qui se sont engagées, qui s'engagent, font travailler un certain nombre d'entreprises en chaîne. Chacun repart avec son petit morceau de culture. C'est ça nous de l'entretenir collectivement et de faire que les choses changent. Le deuxième effet, c'est finalement que chacun à l'exercice de ces opérations-là, voit, et quand je dis que chacun, c'est des pouvoirs publics, de la puissance publique, qui met parfois la pression, les moyens, le cadre, jusqu'aux entreprises qui mettent la ressource en formation ou en accompagnement de leurs collaborateurs, qu'on puisse finalement comprendre que cette exigence de sécurité est un levier de performance dans la construction française. Donc quelques exemples concrets, j'en finis là, sur ces opérations. 30 secondes. 30 secondes. On a évoqué tout à l'heure les visites croisées et le collège inter-entreprise.
Eh bien, c'est une action que nous allons dupliquer sur le chantier du Lyon-Turin, qui n'existe pas sur un chantier qui pourtant est ISO en matière de santé et de sécurité au travail. Autre exemple, eh bien, le mémoire prévention qui était dans les pièces marché demandé par la société de livraison des ouvrages pour toutes les entreprises qui candidataient pour les Jeux Olympiques, eh bien, va être décliné pour le chantier du canal Seine-Nord-Europe. Et enfin, les trophées de l'innovation, ça a été lancé par la Solideo. Eh bien, la Société des Grands Projets avait la 2e édition de ces trophées, mardi, donc voilà, lundi, pardon, et on est dans ce relais-là, et finalement, on contribue tous, au travers de ces opérations-là, parce qu'elles sont en effet emblématiques, plus visibles et plus fortes, à acculturer la France en matière de santé et de sécurité au travail. Merci à vous. Et effectivement, je vois Jean-François qui opine. De votre côté, alors, Drietz, ancien périmètre, et le vôtre nouveau, et la suite, voilà, quels enseignements et qu'est-ce que vous avez envie de faire demain sur la base de cette expérience? Bon, alors pour revenir sur les éléments très concrets de ce qu'on a constaté, on parlait du montage des structures éphémères. Bien sûr, on a capitalisé sur tout ce qu'on a pu constater sur le terrain, et ça c'était quand même un travail de collecte, parce qu'il y avait bien sûr l'Île-de-France, il y a aussi eu quelques ouvrages côté de Marseille, du côté même de la Polynésie, et donc voilà, il y a des problématiques qui sont identiques un peu partout, donc ça c'est un vrai travail de concaténation de l'ensemble des constats. Après, il faut aussi sensibiliser, et sensibiliser à la fois nos propres hiérarchies, administration centrale, et puis les partenaires sociaux de la situation qu'on a pu constater. On le partage avec l'ensemble des partenaires, y compris les préventeurs institutionnels que sont l'OPP BTP, la CRAMIF en Ile-de-France, voilà. Et donc, deuxième action, c'est vraiment cet axe de sensibilisation sur ce qu'on a constaté. Et puis enfin, c'est engager un travail de généralisation de ces constats et de les concrétiser autour de 2 axes de travail, mais c'est pas une surprise ce que je vais vous dire, autour de le développement de la culture de prévention dans une branche professionnelle qui est celle de l'événementiel. Oui, bien entendu, mais ça doit se travailler avec les représentants des entreprises et avec les représentants des salariés, les organisations syndicales, si on veut vraiment que ça s'ancre dans les pratiques. Et puis enfin, sous l'impulsion de notre administration centrale, la Direction Générale du Travail, de travailler à une réflexion sur l'évolution des normes de sécurité des équipements. Au-delà de ça, c'est une démarche. Je pense que c'est ça qui est intéressant de retenir. Cette démarche qu'on a mis en place avec du travail en amont sur l'intégration des gestes, sur les plannings, sur l'intégration dans les protocoles de sécurité de l'ensemble des différentes phases de travail et sur l'implication de tous, maîtres d'ouvrage, entreprises, salariés, organisations syndicales, représentants du personnel, et là on tire vers le haut la culture de prévention sur une profession. Voilà, je termine sur le fait de dire que cette démarche-là, bien sûr, elle pourra se généraliser à d'autres types de grands événements, événements sportifs, mais pas que, événements culturels, et bien sûr les futurs Jeux Olympiques. Nous développons aujourd'hui, au sein du système d'inspection du travail, le principe des campagnes sur des sujets ciblés. On dit pourquoi est-ce qu'on a beaucoup contrôlé les JO, on avait ciblé les JO comme un enjeu majeur, et comme on cible d'autres secteurs d'activité avec des problématiques de santé et de sécurité, on cible et on fait des choix, et ce choix se traduiront par des campagnes sur des sujets spécifiques, soit des secteurs d'activité, soit des thématiques sur l'utilisation de machines dangereuses ou autres. Et donc c'est cette démarche-là qui permettra d'intégrer la sécurité et la prévention des risques très en amont. Merci Jean-François, et on voit bien effectivement l'intérêt, si vous passez la parole à la conclusion là maintenant, l'intérêt de marcher effectivement en ciblage, donc soit ciblage sectoriel avec des secteurs un peu névralgiques du genre de l'éphémère, ou bien névralgiques par essence parce que plus accidentogènes, par leur métier finalement et leur activité que d'autres, mais cette action concertée. Alors on se donne peut-être quelques minutes si vous voulez bien, Cyril et puis Bernard, et puis après avec mon président, je crois, pardon de vous couper, j'ai fait la conclusion là tout à l'heure, la vôtre, donc voilà, et on reprend les suites bientôt. Bernard, à vous. Oui, l'enjeu principal, c'est ce qu'on évoque ce soir, à savoir quelle inspiration génère cette expérience des Jeux Olympiques dans de multiples domaines, mais notamment dans le domaine de la sécurité, des conditions de travail, de l'hygiène,
je pensais l'appréciation que pouvaient avoir les compagnons sur les chantiers lorsque vous avez évoqué le sujet. Moi, je me souviens, parce que j'ai fait pas mal de tournées, disons, d'inspection de chantier, enfin de tournées de chantier, la propreté des chantiers, commandée par la Solidéo, la propreté des chantiers, l'aménagement des bases vies, les lieux de détente, les conditions de restauration. Ça participe aussi d'un environnement de travail qui fait que vous travaillez dans une ambiance plus ou moins, je dirais pas détendue, parce que il faut aussi... mais voilà, vous sentez bien. Et combien de compagnons, c'est pas comme ça partout, c'est évident. Et leur aspiration à ce qu'ils puissent le retrouver ailleurs. Et là, alors, peut-être que ça coûte un peu, quoique... ça ne coûte pas des milliers et des cents non plus que d'avoir... Mais ça participe aussi à un environnement qui fait que les gens seront plus, concentrés et détendus sur d'autres. Si vous mangez un sandwich sous des orages exposés en plein vent, c'est pas la même chose que l'hiver, lorsqu'il fait froid, vous avez un local qui vous accueille, qui est éclairé, vous pouvez faire votre petite casse-croûte, avoir un moment avec les collègues, etc. Donc ça aussi, ça participe. Alors voilà, l'enseignement, moi, le plus important, c'est d'être capable de diffuser cette expérience, de la diffuser à plusieurs échelles, la diffuser déjà dans la branche parce qu'elle demeure, et c'est pas du tout mettre en cause notre action à l'OPBTP, mais il est un fait que le bâtiment, les travaux publics demeurent encore, s'agissant des accidents mortels singulièrement, la branche la plus pas critiquable, mais enfin quand même, le constat est là, quoi. C'est la première branche professionnelle en termes d'accidents mortels. Donc déjà là, et de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément besoin d'attendre des grands événements ou des chantiers gigantesques pour avoir des actions qui s'inspirent d'une approche qui peut être transposée avec des moyens à la hauteur, mais il y a quand même pas mal de chantiers, d'une certaine consistance en France, quand on regarde ce qui se construit, même en termes d'habitat, d'aménagement, dans le secteur industriel. Enfin, il y a quelques chantiers où il y a des dizaines et des dizaines d'ouvriers qui sont là, et ça vaut le coup de... Donc, la filière du bâtiment, et puis les autres branches professionnelles. Il y a d'autres branches professionnelles qui ont... La ministre du Travail, récemment, en début février, nous a sollicité justement pour qu'on vienne faire part de l'expérience qui était la nôtre sur la conduite des chantiers, notamment en matière d'accidentologie, pour inciter les branches professionnelles à se réunir chacune à leur niveau, notamment celles qui ont le plus d'accidents, en leur disant repenchez-vous sur le sujet et regardez ce qui a été fait pour les JO, vous allez peut-être trouver une source d'inspiration, et je vous demande de vous mettre autour d'une table pour essayer de faire avancer la problématique. Je ne sais pas s'il y aura un suivi, parce que pour discuter et négocier, il faut être deux autour de la table. Il faut les organisations syndicales, mais aussi les organisations patronales. Bon, je ne sais pas si par branche professionnelle, elles seront, s'il n'y a rien qui s'impose un peu plus contraignant à elles, si elles seront d'une bonne volonté. Donc, les autres branches professionnelles, et puis aussi la dimension internationale. Bon, on a aussi cette faiblesse de penser que cette expérience pour des jeux réussis, qui ont été d'ailleurs remarqués par le monde entier, qui ont été appréciés, enfin les qualificatifs n'ont pas manqué, sur la teneur, l'organisation générale, les épreuves sportives bien évidemment. Bon, il est aussi de notre responsabilité de faire mesurer que sur le plan social, ça a été aussi le résultat d'efforts, d'une démarche particulière, originale, pour essayer autant que faire se peut de la diffuser pour d'autres rendez-vous. Et puis nous, on aura effectivement d'autres occasions assez rapides. Je pense au JO de 2030, on l'a rapidement évoqué. Il y a déjà une deuxième mi-temps qui se présente, même si elle sera de moindre consistance, parce que c'est le profil de l'événement, mais quand même, il y a d'autres enjeux pour les Jeux d'hiver. Il y a d'autres complexités aussi, on est dans la montagne, il y a des particularités. C'est pas gagné d'avance parce qu'on a réussi les jeux, c'est une appréciation comme ça, c'est pas simplement un décalque, ça peut pas être un décalque. En tout cas, ça ne peut être qu'un point d'appui, et encore une fois, modestement, on est quand même très fiers du travail que nous avions accompli. Et je crois que vraiment vous pouvez vraiment... Cyril... Oui, d'un mot, parce que Bernard a parfaitement bien conclu l'échange. Moi, je voudrais simplement rebondir sur ce que Bernard Thibault a dit à propos de l'importance de la diffusion. Je pense que c'est vraiment le sujet clé pour l'avenir, et je voudrais simplement mettre ça en regard d'un autre élément, je pense, dont il faut vraiment avoir
conscience, c'est comment dire, l'impact symbolique et médiatique immense des Jeux Olympiques. C'est quand même un événement. Je pense qu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas d'autres événements que des grands événements sportifs pour que l'ensemble de la communauté internationale communie comme ça au même moment à partir d'un même événement. Donc il faut vraiment se saisir de ça pour réussir un peu ce qui a été réussi sur la question du handicap, par exemple. Tout le monde a été frappé par le fait que les Jeux paralympiques contribuent véritablement à changer le regard qu'on a sur le handicap, et y compris d'ailleurs dans le monde du travail. Changer le regard qu'on a sur la performance. Le fait que des personnes avec un handicap puissent participer à cette performance sportive, ça conduit vraiment à inverser les choses. Et je pense qu'on peut essayer de faire un peu le parallèle justement avec, parce que je pense que tout le monde est convaincu autour de la table que le social est facteur de performance, pour reprendre une formule maintenant assez ancienne, mais investir dans la prévention, investir dans les conditions de travail, respecter les normes sociales, ça participe en fait de la performance. Et le fait que vous avez tous montré dans vos témoignages à quel point justement cet engagement dans la charte sociale et sa mise en œuvre ont contribué au succès des Jeux, je pense que c'est quelque chose qui peut d'autant plus porter que c'était précisément à propos des Jeux Olympiques que ça a été fait. Donc on a là un fil à tirer, je crois, pour la suite et pour aussi valoriser le mandat de l'unité qui consiste quand même à promouvoir le travail décent en toutes circonstances. Merci à vous, et effectivement c'est le moment de la contagion. Alors je veux dire qu'effectivement on était là dans une espèce de configuration, j'allais dire, de séminaire de réflexion capté, filmé. Alors on va essayer de continuer nous dans ce même sens, j'allais dire, de pédagogie, et de pédagogie de ceux qui peuvent le porter, c'est-à-dire en gros la prévention, les gens qui s'occupent de santé et qui s'occupent de sécurité. Et donc on va avoir une petite mais pour nous importante étape, parce qu'il y a quand même 15 000 personnes qui transitent là-dedans 2 fois par an. C'est nos fameux salons, notamment celui-là de Préventica. Je lui fais de la pub parce qu'il nous accueille, et que le 10 juin, donc on vous propose le 10 juin prochain d'avoir dans ce type, mais cette fois-ci ça sera en présentiel. Donc ça sera à la porte de Versailles, c'est globalement pas très loin, un rétex, pareil, rétex perspective là-dessus, avec d'autres acteurs, des acteurs du quotidien. On espère bien que globalement vous serez là, et on va continuer. Et je veux dire que nous, côté CERP, moi j'ai plusieurs vœux. Le premier, donc solidarité féminine, c'est qu'on prenne en compte le travail des femmes, et que peut-être on suive un peu plus particulièrement, comme on l'a suivi pour les athlètes ou pour d'autres, le travail des femmes là-dedans. Et j'en profite aussi pour redire ce que dit la NAT, j'allais dire depuis 15 ans, mais en gros, et qui n'était pas très écouté, c'est qu'il n'y a pas en matière de santé et sécurité au travail, même s'il y a une obligation de DURP depuis 1989, pas très appliquée depuis 2000 et autres, il n'y a toujours pas de DURP genré, et donc de choses qui permettent de positionner ce qu'est voilà, donc les femmes. Le deuxième truc, et pardon, notre deuxième obsession à nous au CERF, ce sont les datas, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des sondages sur ce qui se passe, mais c'est mieux d'avoir des datas, de pouvoir les utiliser, et de pouvoir les utiliser après en programme de prévention, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, on peut faire les trucs au doigt mouillé ou un peu sur des sondages, on a des vraies données, il y a moyen de les anonymiser. On sait que les grosses réticences pendant longtemps, côté syndical, je crois que ça y est, c'est dépassé, mais côté patronal, il continue à avoir un peu la trouille. Il y a façon de les dépasser par les données synthétiques, et donc on voudrait qu'au moins sur certains chantiers, il y ait ça. Voilà. Et puis on voulait surtout beaucoup vous remercier, vous, et vous applaudir. Merci pour les solides qui étaient tout au bout, le solidéo et les solides qui étaient tout en bout de ligne. La retranscription, le replay sera meilleur parce qu'on a capté.